Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être un update bande dessinée et manga. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, alors que ces derniers temps je lis pas mal de bandes dessinées, de mangas, j'ai fait plein de belles découvertes. Donc je vais partager ça aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Je vais pas pouvoir m'attarder sur chacun des livres dont je vais vous parler aujourd'hui puisque sinon cette vidéo serait bien trop longue. Mais je vous invite quand même à aller vous prendre un petit quelque chose, thé, café, chocolat chaud, un petit chocolat de Noël si vous en reste avec ça, si vous avez envie. Puisque je pense que la vidéo risque d'être quand même assez longue, environ un quart d'heure. Donc je vais tout de suite arrêter de blablater et on va commencer avec les bandes dessinées. Pour essayer de mettre un ordre à peu près logique, faut bien commencer par quelque chose et aujourd'hui j'ai décidé que ce serait les bandes dessinées. La première BD dont je voudrais vous parler, c'est Les Jours Sucrés, qui est de Loïc Clément et Anne Montel, paru aux éditions d'Argo. Une bande dessinée dont vous avez sûrement entendu parler, en tous les cas moi je l'avais vue sur beaucoup de chaînes Booktube, sur Instagram. On me disait que c'était une bande dessinée complètement feel good, complètement doudou, donc moi il m'en faut pas plus. On me dit feel good, on me dit lecture doudou, c'est un petit peu les mots magiques pour moi. On me dit ça, j'ai tout de suite envie de découvrir ce livre et j'ai adoré également les illustrations qui sont dans des teintes un petit peu pastel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup retrouver, que ce soit dans les bandes dessinées, dans les albums. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'histoire? Eh bien, comme d'habitude, je vais tout de suite vous lire la quatrième de couverture. Je n'ai pas remis les pieds dans le village de mon enfance depuis l'âge de 8 ans. Certains seraient sans doute émus, mais moi, je ressens rien. Rien de positif en tout cas, car s'il est question de sentiments en général, la colère n'est jamais loin chez moi. Je suis pas née comme ça, faut pas croire, non. Cette colère, on me l'a patiemment inculquée, savamment inoculée, lentement distillée. Je suis en colère contre le monde, contre les hommes, contre moi-même. À 28 ans, Églantine apprend le décès de son père et part pour Clairvy, le village breton de son enfance. L'occasion de se plonger dans sa vie d'avant et ses souvenirs enfouis en redécouvrant la boulangerie-pâtisserie familiale dont elle hérite. Elle y retrouve sa vieille tante marron entourée de matous envahissants et surtout Gaël, son amoureux d'enfance qui a bien grandi. Lorsqu'elle découvre le journal intime de son père, trésor renfermant tous ses secrets de vie et de cuisine, Églantine se dit que c'est peut-être pour elle le signe d'un nouveau départ. Est-ce que personnellement j'ai trouvé cette bande dessinée doudou? Est-ce que cette bande dessinée m'a apporté de la chaleur au cœur? Complètement, j'ai passé un super moment. C'est une bande dessinée pleine de douceur, pleine de gourmandise. Après, pour ma part, c'est pas le coup de cœur auquel je m'attendais. Je pense que c'est notamment dû au personnage principal, qui est le personnage d'Églantine, qui pendant la majorité de la BD m'a juste tapé sur le système. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec cette jeune femme qui part toujours défaitiste et qui de toute manière voit les choses du mauvais côté. Elle part du principe que ce qu'elle est en train de vivre c'est nul et puis je la trouve assez critique envers tout le monde. Je pense qu'elle est un petit peu égoïste, égocentrique. Elle m'a assez énervée. Et sa copine qui vient l'aider à la boulangerie, j'ai trouvé qu'elle était pas franchement mieux. Donc au niveau des personnages, et ces deux petits personnages là qui m'ont fait un petit peu tiquer. Mais dans les dernières pages tout s'arrange. J'ai beaucoup aimé l'histoire en tous les cas. J'ai beaucoup aimé les planches. J'ai passé un très très bon moment avec cette BD. Est-ce que ça va rester longtemps gravé dans mon esprit ? Je ne sais pas, mais c'est une bande dessinée que je peux vous recommander pour passer un bon moment avec un bon plaid, une tasse de chocolat chaud, de la pluie dehors. C'est cosy parfait. La deuxième bande dessinée dont je voudrais vous parler, c'est de père en fils. C'est de William Roy et c'est paru aux éditions La Boîte à Bulles dans leur collection Cœur contre cœur. Cette bande dessinée là, je l'ai juste adorée. J'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus à la médiathèque et je trouve ça bien dommage. Pareil, pour pas trop vous en dire, je vais simplement vous lire la quatrième de couverture. Après 2 ans de tentatives infructueuses pour faire un enfant, nous avons tous deux passé des examens afin d'identifier le problème éventuel. Pendant que ma chérie subissait tout un tas de tests gynéco pas très agréables, je suis allée dans un labo me branler dans un verre. Là, ils m'ont remis un code secret. Grâce à lui et à la magie du net, j'ai pu consulter les résultats en ligne 2 semaines après, de chez moi, tout seul, et j'ai lu Oligo-asténo-tératosospermie. Oui, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour lire ce mot sans avoir l'impression de trop bugger. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu lire la quatrième de couverture. C'est une bande dessinée que j'ai énormément aimée, c'est une bande dessinée témoignage. Bon, au niveau des planches, j'ai pas adhéré plus que ça, mais vraiment
pour l'histoire, pour le témoignage de l'auteur, ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, mais aussi beaucoup de tendresse, notamment envers sa femme. Et il explique tout ce qui est le processus en fait de la fécondation in vitro. Et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas encore beaucoup. Là, c'est vraiment très bien traité avec beaucoup de vulgarisation. Ça permet de rendre le sujet assez accessible. En tous les cas, pour ma part, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur un sujet, comme je le disais, sur lequel finalement je connaissais presque rien, puisque je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas, en tous les cas pas assez. Si c'est une chose qui vous intéresse, je vous invite grandement à découvrir cette bande dessinée. J'ai eu l'impression vraiment de vivre avec l'auteur, avec sa compagne, le parcours que ça peut être. J'ai ressenti leur émotion aussi simplement à travers les planches, notamment dans les toutes dernières pages. C'est une bande dessinée qui m'a beaucoup émue, qui m'aura fait rire à d'autres moments. Comme je dis, il y a vraiment beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse. Pour moi, cette bande dessinée, elle a tout, c'est un témoignage qu'il faut juste absolument découvrir. Et ça m'a donné envie, pourquoi pas, de lire d'autres témoignages, d'autres livres sur le sujet. En tous les cas, c'était vraiment super intéressant. On continue dans les bandes dessinées avec Le Temps des Mitaines, qui est de Loïc Clément et Anne Montel, tout comme Les Jours Sucrés dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, je trouve que ça se voit un petit peu au niveau des couvertures. Et là, c'est paru aux éditions Didier Jeunesse. Pareil, je vous lis la 4e de couverture qui en dit pas grand chose et c'est mieux de ne pas trop en savoir pour partir à sa découverte. Un village dans une vallée lointaine, une forêt dense où les ombres planent, 5 enfants, des disparitions, c'est le temps des mitaines. Et alors là, les illustrations, voilà, on a du pastel, on a des petits animaux ultra choupinous, je peux que craquer, je peux que fondre et j'ai juste adoré cette bande dessinée que j'ai trouvée adorable. Ça aborde plein de sujets, ça aborde l'acceptation, ça aborde la différence, c'est juste magnifique tout simplement, tout en étant drôle, tout en étant touchant, tout en étant très beau au niveau des illustrations autant qu'au niveau de l'histoire. C'est difficile de parler de cette bande dessinée tellement je l'ai aimée et j'ai vraiment envie de pas vous en dire trop et partez comme moi à la découverte de cette bande dessinée sans rien savoir de l'histoire et vous allez avoir de belles surprises, même si personnellement le coupable je l'avais deviné assez rapidement je trouve. Ça n'empêche pas que j'ai passé un très bon moment aux côtés de personnages tous plus adorables et intelligents les uns que les autres. Ils apportent tous un petit quelque chose à l'histoire et ils sont tous uniques, ils sont tous géniaux. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire. Une bande dessinée jeunesse qui va aborder tout un tas de sujets extrêmement importants, qui va le faire avec douceur, avec justesse. C'était un moment de lecture parfait. Et ensuite lu cette bande dessinée qui est Femme en résistance, c'est le tome 4, il est centré sur Mila Racine, c'est toujours de Frazier, Authière, La Boutique et Pollack, et paru aux éditions Casterman. Alors la saga Femme en résistance, je vous en ai parlé il me semble dans mon top de l'année 2017, saga de bande dessinée que j'ai découverte l'année dernière et que j'ai tout simplement adoré. C'est des bandes dessinées juste génialissimes qui nous permettent de partir à la rencontre de femmes incroyables qu'on ne connaît malheureusement pas assez. Dans ce tome-ci, on va parler de Mila Racine et honnêtement, avant de tomber sur cette bande dessinée, je ne savais absolument pas qui était Mila Racine et j'ai beaucoup appris sur elle. C'est encore une fois, comme dans les tomes précédents, une femme qui est juste admirable. Ce que j'aime dans cette bande dessinée, c'est qu'on a l'histoire et surtout à la fin, on a un petit fascicule documenté comme ça qui va revenir un petit peu plus sur la vie du personnage dont on parle dans la bande dessinée avec des photos, des illustrations. C'est juste passionnant et encore une fois ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la personne dont on parle dans cette bande dessinée. Rien que pour ça, je vous conseille cette bande dessinée que je trouve très pédagogique, que je trouve très bien faite. Après, au niveau des planches et des illustrations, c'est pas un style auquel j'adhère plus que ça. Et je vais pas cacher que ce 4e tome, qui est le dernier sorti il me semble, et au vu de l'histoire je pense que c'est le dernier des derniers, je ne me prononce pas sur la question, c'est pas mon tome préféré. Voilà, il y a des petites choses qui m'ont dérangé, notamment le fait que l'histoire secondaire, parce qu'en fait on va suivre un personnage qui à travers des carnets va nous emmener à la découverte des personnages de chaque tome. Je sais pas si c'est bien clair ce que je veux faire comprendre, c'est un petit peu compliqué, mais là on est dans le dernier tome et on va plus être centré, j'ai trouvé, sur la femme qui va retrouver ses carnets, sur la fin de toute cette saga, la résolution finale du pourquoi du comment, est-ce qu'elle a ses carnets entre les mains, que sur le personnage de Mila Racine en lui-même. En tous les cas c'est l'impression que j'ai eue. Pas que ce soit inintéressant, mais du coup j'ai trouvé qu'on était moins sur le personnage et donc j'arrivais pas à me situer quand on parlait de Mila Racine, qui c'était, à quel endroit on était.
Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu flou, que tout allait un petit peu vite. J'ai pas eu le temps de vraiment me mettre dans l'histoire, donc c'est pour ça que le fascicule à la fin m'a beaucoup aidé. C'est une bande dessinée bien évidemment que je ne peux malgré tout que vous recommander. Et si celle-ci n'est pas ma préférée, c'est surtout comme je le disais parce que on va être plus centré sur le personnage fictif si je puis dire, puisque c'est le dernier tome. Malgré tout c'était passionnant, c'était ultra intéressant. Et voilà, c'est Femmes en résistance, c'est une saga de bande dessinée qui mériterait amplement d'être plus connue parce que c'est génialissime. Dernière bande dessinée dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le premier tome d'une duologie, ça s'appelle Où sont passés les grands jours, c'est de Jim et Alex Stefenki. Je suis vraiment désolée si j'écorche le nom, et c'est paru aux éditions Grand Angle. Pareil, bande dessinée dont je suis partie à la découverte un petit peu à l'aveugle, sans trop en savoir, même sans rien en savoir du tout. Donc je vais tout de suite vous lire la 4e de couverture, qui je trouve résume assez bien l'atmosphère qu'on trouve à l'intérieur. On savait tous qu'un jour faudrait devenir des adultes. Personne ne nous avait dit que ça viendrait si vite. C'est une histoire de trentenaire, c'est l'histoire d'Hugo, Étienne et Jean-Marc. C'est une histoire sur les rêves que l'on porte en soi, ceux que l'on réalise et ceux qu'on ne réalisera pas. C'est surtout l'histoire de Fred, qui s'est donné la mort d'un commun accord avec lui-même. C'était le meilleur ami d'Hugo, ou d'Étienne, ou de Jean-Marc, tout ça n'a plus vraiment d'importance. C'est cet instant cruel où l'on efface le nom d'un ami décédé de sa carte SIM. C'est l'histoire du temps qui passe et des petits ressentis. Ces impressions que l'on garde au fond de nous, celles que l'on tait, celles que l'on ne dit pas, jusqu'à ce qu'un jour, tout explose. Rien que de lire la 4e de couverture, ça m'émeut parce que ça me rappelle toutes les émotions que j'ai ressenties en lisant cette bande dessinée. Une bande dessinée qui va notamment traiter du deuil, la perte d'un ami, et ça m'a juste énormément touchée puisque je trouve que les émotions sont vraiment très bien retranscrites. Pareil au niveau des dessins, je suis pas ultra fan des illustrations, mais l'histoire vaut vraiment le coup. On va parler de la crise de la quarantaine, du fait de passer un certain cap dans sa vie. Après, petit bémol pour le personnage principal, celui qu'on va suivre la plupart du temps, c'est Hugo. Et arrivé à la fin du livre, voilà, il se passe certaines choses, on voit certains de ses comportements, certaines choses qu'il a pu faire. Et bien évidemment, j'étais pas très d'accord avec ça, ça m'a un petit peu déçue. Et j'ai hâte de découvrir le second tome pour voir comment tout ça s'arrange, mais malgré tout... C'est une bande dessinée très belle, pleine de douceur, pleine de poésie, une histoire d'amitié, une histoire de deuil, une histoire de famille, c'est l'histoire de la vie, même si il fait certaines choses dans sa vie avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est son choix, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller un petit peu avec tout ça, et puis de retrouver ses amis aussi, de voir comment eux vont surmonter la perte. Il y a toute une idée de mystère après le deuil aussi, puisque Fred, leur ami décédé, leur a laissé quelques petites choses, je vous en dis pas plus, et j'ai hâte aussi d'avoir le fin mot de cette histoire puisque je pense que c'est pas amené là un petit peu par hasard, il y a sûrement une raison, un pourquoi du comment quelque part, et moi j'ai hâte de le découvrir, donc je vais lire le 2e tome avec grand plaisir, et c'est une bande dessinée vraiment très touchante malgré le petit bémol qui m'a un peu dérangée, mais je vous la recommande grandement quand même. On passe maintenant au manga et on va commencer bien évidemment avec le manga que je présente maintenant à chaque fois dans mes updates BD manga. Le manga un petit peu feel good dans lequel je me plonge toujours avec beaucoup de bonheur. J'ai remplacé Yotsubae et Barakamon puisque je les ai terminés avec un petit pincement au cœur. Il s'agit bien évidemment de Une sacrée mamie, c'est de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa, paru aux éditions Delcourt. Donc j'ai lu le tome 3 et le tome 4. Et c'était juste toujours aussi génial. Pour vous résumer, Une sacrée mamie qui est inspirée d'une histoire vraie. On suit le personnage d'Akihiro qui est ce petit garçon. On est dans les années 60-70, quelque chose comme ça il me semble. Il vit à Hiroshima avec sa mère et son petit frère. Seulement voilà, sa mère n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de 2 enfants. Il va donc partir vivre à la campagne chez sa grand-mère. Sa grand-mère n'est pas forcément plus riche, mais elle est vraiment très débrouillarde. Elle va lui apprendre toute une philosophie de vie, puisque pour elle, être pauvre, c'est toute une philosophie de vie. C'est vraiment très beau, c'est drôle, c'est frais, c'est très touchant. Ça apprend plein de choses, ça amène à voir le monde différemment. Et voilà, à chaque fois que je ferme les dernières pages de ce manga, je vois vraiment les choses différemment. Et ça nous pousse à nous estimer vraiment chanceux de ce qu'on a. Et c'est une vision tellement belle, tellement... Voilà, j'ai pas de mots pour la décrire en fait, je pense que pour comprendre ce que je veux dire, faut vraiment lire ce manga. C'est un manga jeunesse, c'est vrai, mais pour moi c'est tellement plus que ça, c'est tellement de beaux messages. C'est un manga qui devrait être lu par beaucoup de gens, je pense. Et j'ai bien évidemment super hâte de continuer la série, donc Une sacrée mamie, l'un de mes mangas préférés du moment, je peux que vous recommander à 2000%.
Ensuite j'ai commencé une autre série de mangas, il s'agit cette fois-ci des Secrets de Léa, c'est de Yu Yabushi, c'est paru aux éditions Delcourt, donc j'ai lu le tome 1, La Nouvelle Élève, et le tome 2, L'Extraterrestre. Alors pour vous résumer ce manga, je vais simplement vous lire la 4e de couverture du premier tome, puisque c'est ce qui m'a donné envie d'emprunter ce premier tome et puis de me lancer dans cette nouvelle saga. Léa Tachibana, 10 ans, est maintenant en dernière année d'école primaire. Et depuis que sa maman est enceinte, elle s'est beaucoup rapprochée de Saya, une nouvelle élève de sa classe. Mais l'arrivée prochaine d'un bébé dans sa famille n'est pas le seul changement auquel elle va devoir faire face. Alors que Léa et ses amis s'acheminent vers l'adolescence, leur corps change et leur cœur aussi. Découvrez avec Léa et ses amis extraordinaires, sur fond d'amour et d'amitié, les réponses aux questions les plus intimes que chaque jeune fille se pose lorsque la fin de l'enfance annonce déjà le début de l'adolescence. Alors on me promettait un manga jeunesse qui va traiter de tous les petits sujets, toutes les petites questions qu'on peut se poser à l'entrée de l'adolescence, et ça m'intriguait vraiment de voir la manière dont ça allait pouvoir être amené, dont ça allait pouvoir être traité, et je suis vraiment pas déçue. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. On va notamment parler de l'arrivée des premières règles, on va parler de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur également, de comment on fait les bébés. J'ai trouvé ça très bien amené, j'ai trouvé ce premier tome juste génial, je l'ai tout simplement dévoré. J'ai adoré le personnage de Léa, j'ai adoré le personnage de Saya, j'ai adoré ses amis. On a une petite touche fantastique à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui a fait fondre mon petit cœur dans les dernières pages. Je me suis dit c'est juste tellement génial, j'ai adoré, j'ai hâte de retrouver ses amis, de retrouver les personnages où je les avais laissés dans le deuxième tome. Et finalement, petite déception à ce niveau-là, donc faut savoir que c'est une saga qui est terminée en 8 tomes. Donc on retrouve bien évidemment Léa, mais pas du tout où on l'a laissée dans le tome précédent. On retrouve ses amis, mais elle a d'autres amis. Voilà, c'est un petit peu comme si chaque tome était à part. On part sur une histoire complètement différente, mais qui finalement va traiter à peu près des mêmes sujets. On va encore parler de l'arrivée des premières règles, etc. Donc le truc c'est que j'aurais pas dû les lire à la suite. Malgré tout c'est très sympa, j'ai passé un très bon moment, encore une petite touche de fantastique qui a fait fondre mon petit cœur. Je pense que je vais continuer la saga pour voir si on traite toujours des mêmes sujets, puisqu'à force ça pourrait devenir un petit peu redondant. Moi j'imaginais que Léa allait continuer à grandir, puis que petit à petit on allait aborder d'autres sujets qui viennent quand on prend un petit peu de l'âge. Peut-être que c'est le cas, donc comme ça par curiosité je vais continuer la saga. En tous les cas c'est un manga que je recommande grandement à toutes les jeunes filles de 11-12 ans, parce que ça répond quand même à pas mal de petites questions. C'est bien fait, en plus de ça il y a des petites histoires d'amour, voilà, c'est un bon moment, c'est frais, c'est léger, c'est sympa. Mais j'ai été un petit peu déçue du fait qu'on traitait des mêmes questions et qu'on reprend pas les personnages où on les a laissés. Ça m'a un petit peu perturbée, mais je continuerai quand même. On poursuit avec une saga de manga, donc j'ai lu les 3 premiers tomes, donc en fait j'ai lu la moitié puisque pour l'instant il n'y a que 6 tomes sortis et j'ai adoré. Énorme coup de cœur pour Perfect World de Rie Haruga, paru aux éditions Akata. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Waouh, tout simplement waouh, c'était génial. J'ai fait de véritables ascensions émotionnelles, j'ai ri par moments, j'ai eu les larmes aux yeux, j'ai eu le cœur qui serrait. Et ça parle d'un sujet tellement important, ça parle du handicap, de la manière dont c'est vu dans la société, de la manière dont la société est parfois pas toujours adaptée pour les personnes handicapées. C'est prenant, c'est juste génialissime. Et la fin du 3e tome, et voilà. Et je suis tellement emballée dans mon truc que j'en ai oublié de vous lire la 4e de couverture du premier tome. Donc j'y remédie tout de suite. Yumi Kawana, 26 ans, travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Sa vie aurait pu se poursuivre sans heurts si au cours d'une soirée professionnelle, elle n'avait croisé son premier amour, Itsuki Ayukaya. Le temps a passé depuis le lycée, et surtout un drame a frappé le jeune homme, le laissant handicapé à vie. Certaine qu'elle n'aura ni la force ni l'envie de sortir avec un homme au corps amoindri, la jeune femme va pourtant sentir quelque chose changer en elle. Avec Perfect World, Rie Haruga aborde la difficile question du handicap. Dans notre monde trop cruel, comment est-il possible de s'aimer et de construire une relation saine et durable quand tout semble vouloir nous en empêcher? Une œuvre bouleversante, poétique et sociale. Une œuvre qui est absolument à découvrir. Vraiment, c'est un manga juste incroyable. Et j'ai eu les nerfs à plusieurs moments. Il y a des espèces de triangles amoureux qui commencent à apparaître petit à petit. C'est assez récurrent dans les mangas, dans les shoujo, etc. C'est pas une chose qui me dérange. Mais là, j'ai tellement envie que les deux personnages soient ensemble et ils sont juste adorables. Les illustrations, je les ai juste adorées également.
c'est parfait et j'espère juste que les 3 autres tomes sont disponibles à la médiathèque parce que c'est juste génial. Et là je me rends compte que je suis en train de vous répéter la même chose encore et encore, mais j'ai beaucoup de mal à trouver autre chose à dire à part que c'est exceptionnel, que c'est génialissime et qu'il faut absolument que vous découvriez Perfect World. Et on termine cette vidéo avec une duologie de manga qui s'appelle It's Your World de Junko Kawakami et c'est paru aux éditions Kana, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Et pareil, c'était juste génialissime, j'ai passé un très bon moment sans pour autant que ce soit un énorme coup de cœur. Je pense pas que ça va rester dans ma mémoire pendant des années, mais c'était super intéressant. Hiroya Suzuki est un jeune garçon de 13 ans qui vit au Japon. Son père est muté dans une filiale de son entreprise à Paris et il emmène donc à sa suite toute sa petite famille. C'est pour eux le début de la grande aventure. En effet, outre la langue qu'il va falloir apprendre, c'est s'habituer à un mode de vie totalement différent qui représentera le plus gros défi. Si j'ai emprunté ce manga, c'était surtout, vous en doutez, pour voir un petit peu ce point de vue d'un japonais qui va devoir vivre en France, puisque j'avais déjà lu au moins un manga, je ne sais plus le titre, qui était l'inverse. C'est une française qui devait aller vivre au Japon, c'est un petit peu le choc des cultures, l'adaptation, mais avoir cet autre point de vue sur notre pays, ça m'avait beaucoup intriguée, beaucoup intéressée, et j'ai pas du tout été déçue. Les personnages étaient géniaux, étaient ultra attachants. Je montre quand même quelques illustrations. En plus de ça, l'auteur lui-même est japonais, habite en France depuis quelques années, donc je pense qu'il est bien placé pour parler un petit peu des différences entre les deux pays, de l'adaptation, de la barrière de la langue, etc. On va aussi rencontrer tout un tas de personnages, d'autres nationalités aussi. On va parler de la scolarité, on va parler des premiers amours, on parle de tellement de choses dans ce manga. C'est vraiment un très bon moment que j'ai passé. Et pareil, j'en avais jamais entendu parler, je l'ai pris un petit peu au hasard à la médiathèque. Et c'est vraiment ça qui est chouette avec la médiathèque, au niveau des bandes dessinées et mangas. Pouvoir farfouiller dans les bacs, emprunter, puis se dire bah de toute façon si ça me plaît pas, c'est pas très grave puisque finalement je l'ai juste emprunté, je vais le rendre, puis voilà, j'aurais essayé. Et là, bonne découverte, donc je vous le recommande également. J'en ai terminé pour cet update BD manga, j'espère qu'il vous aura plu. Et là je me rends compte que finalement il n'y a pas eu de déception, j'ai fait que de très belles découvertes. Et j'en suis super heureuse. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos derniers coups de cœur en termes de bande dessinée et de manga, ça m'intéresse toujours énormément. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et passez de belles lectures. Bye bye!